Professeur Didier Raoult, que voulez-vous nous dire en nous parlant des chiens et de l'information? Je ne veux pas du tout dire que les gens qui font de l'information sont des chiens. C'est pas du tout. Je vais vous parler des chiens et de l'information, même s'il y a actuellement des journaux ou des journalistes qui ressemblent beaucoup, pour ceux qui ont une idée de la guerre, à ce qui s'écrivait à la fin de la guerre dans Je suis partout. Je vous conseille de regarder ça, mais il y a des articles qui ressortent, qui ressemblent beaucoup à ça. Et, ça me perturbe pas plus que ça, mais il est temps sur un certain nombre de points, de donner ce qui moi m'intéresse, c'est-à-dire les vraies données chiffrées. Et encore une fois, heureusement, je les écris toutes dans mon livre, ce qui permet à chacun de vérifier que ce que je vous dis, je l'ai dit avant, et que c'est extrêmement précis. Donc le premier point, pourquoi je vous parle des chiens, en réalité, ça n'a rien à voir avec les journalistes, c'est que est en train de se développer ici une réflexion importante pour savoir comment on va pouvoir libérer les gens après toute cette ce grand drame du Covid-19. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'il va falloir aux frontières continuer à faire de la PCR même chez les gens vaccinés, ce qui est le cas actuellement? Est-ce qu'on va rajouter quelque chose? Moi, j'étais en relation avec le ministère pour suggérer et leur donner en priorité les résultats que je vais vous donner là, qui sont la recherche des anticorps en vous piquant le bout du doigt. On regarde tout de suite si vous avez des anticorps ou pas des anticorps. Et ces anticorps permettent de savoir si vous vous défendez contre le virus. Et donc, globalement, vous avez 4 fois moins de chances ou 5 fois moins de chances d'avoir une PCR positive si vous avez des anticorps, qu'elle soit due à une maladie antérieure ou qu'elle soit due à une vaccination. Cette technique permettra peut-être aussi de guider la nécessité de faire des réinjections vaccinales du fait de l'insuffisance de la réponse immunitaire. Nous, on a testé maintenant 1500 personnes, ce qui nous donne une idée de l'importance des anticorps qu'ont les gens non vaccinés, parce qu'ils ont fait une maladie apparente ou inapparente, ou parce qu'il existe des réactions avec d'autres coronavirus, et donc dans la population qu'on a testée, il y avait 15,5% des gens qui avaient des anticorps, et chez les gens qui ont reçu une vaccination, une ou plusieurs doses, il y en avait 66% qui avaient des anticorps. On n'a pas encore trié suffisamment pour savoir s'il y en avait plus chez les gens qui avaient 2 doses, mais de toute manière, on sait qu'il y a des gens qui ont été vaccinés et qui ont peu d'anticorps, mais comme dans cette maladie, comme dans d'autres. Donc voilà, ça c'est un premier élément qui permettra peut-être effectivement de simplifier la vie des gens. Si on a eu un dosage d'anticorps fait dans les 3 mois, le risque qu'on ait une PCR positive est relativement faible. Et le risque qu'on attrape la maladie est aussi diminué. La deuxième chose, c'est les chiens. Alors les chiens, c'est les chiens des pompiers qui commencent. C'est une donnée préliminaire. On aura une présentation faite par Bernard Scola et les pompiers cette semaine. Les pompiers ont travaillé avec nous pour former les chiens à reconnaître le Covid-19. Un travail équivalent a été fait à Paris directement sur les vêtements, mais là il s'agit d'avoir des chiens qui se promènent et qui reconnaissent les gens qui sont porteurs du Covid-19 en les ayant formés avec le fait de respirer et de reconnaître les virus, et ça marche avec une sensibilité étonnante de 97%. Éventuellement, comme on peut utiliser les chiens, vous voyez, pour détecter la drogue ou pour détecter, eh bien, il est possible que, en tout cas, on a des labs préliminaires aussi très très intéressantes. Là aussi, on a communiqué ça avec le ministère de la Santé. On a des données préliminaires extrêmement intéressantes qui montrent que il est possible que après-demain, vous ayez des chiens dans les aéroports ou dans les gares pour détecter les gens plutôt que de leur faire des PCR sur place, qui est long, qui est pénible, qui est difficile. En tout cas, c'est une des solutions envisageables, qui est très étonnante. Donc je voulais vous donner ce résultat préliminaire qui vous sera détaillé plus clairement par mon ami Bernard Scola et par les pompiers dans la semaine. Il a été dit dans un journal qu'il y avait un cluster de cas à l'IHU. Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est intéressant, ça illustre bien cette crise, si vous voulez, avec la différence entre un certain nombre de journalistes qui se basent sur des propos ou des rapports malveillants qui sont calomnieux. On ne peut pas appeler ça autrement, parce que quand on dit du mal des gens et que c'est vrai, c'est une médisance, et quand on dit du mal des gens et que c'est pas vrai, ça s'appelle une calomnie. Peu importe, c'est pas
Ça ne me choque pas, encore une fois, je sais que ça existe, mais si vous avez la curiosité de le savoir, effectivement, on suit très près les risques d'infection dans l'IHU. Et c'est bien normal, parce que on a soigné 25 000 personnes. Alors imaginez, on est tous sujets contact avec des gens qui ont eu la maladie. Et donc on a regardé, on suit très près dans le personnel, qui est le personnel santé. Nous avons eu 8,87% des gens qui, entre février 2020 et maintenant, ont fait une maladie diagnostiquée. Paradoxalement, on en a eu 11% chez les personnels non soignants, en particulier les administratifs qui reçoivent les malades, chez qui il y a un taux un peu plus important. Mais pour les gens qui s'inquiètent du risque dans les amphithéâtres, les étudiants en recherche, on en a eu 11 sur 174, c'est-à-dire 6%. C'est moins que la population marseillaise générale, qui a à peu près fait entre 15 et 30% d'infection. Donc ne vous inquiétez pas trop pour eux. Quant à leur répartition, vous savez, un cluster, ça ne répond pas à une définition journalistique. C'est de la science. Il ne faut pas utiliser les mots dont on ne comprend pas le sens. C'est pas raisonnable. Donc un cluster, c'est quand il y a des cas groupés liés à un même génotype. C'est-à-dire il faut une source commune et une temporalité, c'est-à-dire que ça survienne au même moment et c'est la même souche. Voilà, c'est ça un cluster. Hein. Et donc, si vous regardez ici, les gens qui ont été infectés pendant qu'ils avaient une activité dans l'IHU, vous voyez que le nombre de cas infectés est directement lié au nombre de cas qui a été diagnostiqué. Il suit exactement la même pente. Il n'y a pas de cluster récent. Au contraire, les cas n'arrêtent pas de diminuer. La seule chose qui se soit passée, contrairement à ce qui est dit encore une fois, vous voyez ici en rouge les gens qui sont positifs et vaccinés. Et il y a eu une surreprésentation assez intéressante, vous voyez, des patients étant positifs après une vaccination. Vous voyez, sur les 9 patients positifs, il y a eu 4 médecins, 2 étudiants en médecine, 2 techniciens de laboratoire et un étudiant en recherche. Cela a été directement au contact des malades. Et il se passait ce phénomène que moi je ne comprends pas encore, qui est les gens qui font un Covid très rapidement après la vaccination. Je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que ce sont des réactions immunitaires? Est-ce que je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a quelque chose qui se passe qui est assez frappant. Donc voilà l'état de la situation. Vous voyez bien qu'il y a une différence entre la réalité et la communication. Je ne sais pas, on ne peut pas appeler ça vraiment de l'information. La communication n'a pas grand-chose à voir avec la réalité. Ça, c'est la réalité. Pour revenir à la réalité, donc où est-ce qu'on en est, nous, en termes de patients positifs? Vous voyez ici sur ce graphique, voilà, ça c'est le nombre de patients positifs que nous avons ici. Ici, c'est le nombre de gens vaccinés dans les Bouches-du-Rhône, vous voyez, qui augmente. Je ne sais pas la causalité entre le rapport de causalité, c'est-à-dire de cause entre les courbes et les événements, les interventions sociales, je ne les connais pas. Mais comme je vous dis, quand même, il y a au moins les 2 tiers des gens vaccinés qui ont des anticorps. Donc la sensibilité de la population générale, au moins de celle qui est vaccinée, a diminué. Cela étant, ça n'empêche pas qu'on ait eu un cluster, cette fois un vrai cluster, avec une souche indienne de 41 cas dans un EHPAD de gens vaccinés. Hein. Donc c'est pas 100%, en particulier vis-à-vis des nouveaux variants. Ça existe. Et donc... mais globalement, la tendance n'est pas une tendance pas même plane, c'est une tendance à la diminution régulière. Et vous voyez ici notifier le nombre de cas post-vaccinaux. Bien sûr, ils n'apparaissent qu'à partir du moment où il y a des vaccins et ils sont proportionnés à la population vaccinale et à l'épidémie en général. Donc vous voyez que ça culmine ici au moment où il y a beaucoup de gens vaccinés, beaucoup de cas, et puis ça diminue ici en même temps que le reste de l'épidémie. Donc c'est une chose... voilà. Et qu'est-ce qui se passe chez ces gens vaccinés? Eh bien, pour l'instant, le nombre total est de 559. Il y en a eu 395 qui ont été vus dans l'hôpital de jour, 57 qui ont été hospitalisés, 7 qui sont passés en réanimation et 8 morts.
Donc on ne peut pas dire sur l'observation que nous avons que les gens qui sont vaccinés et infectés font des formes qui sont moins graves que la population que nous observons. C'est la même, ou à peu près, peut-être un peu plus d'hospitalisation qu'il n'y a d'hospitalisation chez les gens qui ont une infection et qui ne sont pas vaccinés. Peut-être parce que ceux qui sont vaccinés viennent quand ils ont des manifestations plus marquées, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est la situation telle qu'on la voit actuellement. Donc il est vraisemblable qu'il y a moins de cas chez les vaccinés, on le verra, c'est le temps qu'il dira. C'est logique d'ailleurs, hein. C'est pas une protection parfaite, mais qui est probablement de cette hauteur-là. Probablement des 2 tiers des gens seront protégés, c'est bien. Mais quand les gens sont infectés, pour l'instant, nous n'avons aucune évidence que la mortalité ou l'hospitalisation soit moindre. On a mis online sur notre site la lettre qu'on a envoyée au Lancet. On verra bien s'il publie, mais c'est pas certain. Concernant le traitement, on est en... Alors, il y a 2 choses qui me paraissent intéressantes. La première, c'est effectivement, ici, on a publié déjà le travail sur les patients ambulatoires, un peu plus de 10 000 par Mathieu Millon. On a envoyé, il est sur notre site en DOI, le travail de Jean-Christophe Lagier sur les patients hospitalisés en 2020, Mathieu aussi c'est 2020, sur 2100 personnes, donc ça donne une idée. Quand on traite les patients en ambulatoire, on diminue de 75% la mortalité chez ceux qu'on traite par rapport à ceux qu'on ne traite pas avec hydroxychloroquine, azithromycine. Et si les gens sont hospitalisés, on diminue de 30% la mortalité si on les traite par rapport à si on ne traite pas. Et si, on l'a déjà dit, si on regarde les gens qui étaient en EHPAD, on diminue la mortalité de 50%. Donc ce sont nos données. Elles ne sont pas du tout incompatibles avec les autres données françaises. Les autres données françaises, on est en train de faire un papier là-dessus, qu'on envoie au journal Clinical Microbiology and Infection, c'est que la plupart des données françaises sont des données qui n'ont pas le pouvoir de montrer une différence. C'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a une différence en faveur de l'hydroxychloroquine, mais les auteurs concluent qu'il n'y a pas de différence, parce qu'il n'y a pas de différence statistique, et s'il n'y a pas de différence statistique, c'est parce qu'il n'y avait pas suffisamment de malades pour montrer qu'il y avait une différence de 50% de mortalité. Donc si vous ne vous donnez pas base des moyens pour montrer que vous diminuez la mortalité par 50%, vous ne pouvez pas le montrer. C'est simplement, c'est des mathématiques tout bêtes, c'est statistiques qu'on apprend, nous, aux étudiants. C'est étonnant que ces papiers soient publiés sans la réserve. Il y en a qui montre une réserve, on n'a pas le pouvoir de montrer cette preuve. On a déjà répondu à un autre papier, mais vous ne pouvez pas dire ça. Vous avez une différence, mais vous ne pouvez pas montrer que cette différence est significative. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas différent. C'est-à-dire il y a une différence, mais vous n'avez pas pu démontrer qu'elle était significative parce que le nombre de patients que vous avez inclus est trop faible. Et il est trop faible parce que ça a été arrêté le 27 mai après la folie de Lancetgate, dont on n'a pas tiré la leçon. Donc nous, voilà nos données, hein, c'est Philippe Broucky qui a fait ce travail préliminaire qui montre que dans à peu près toutes les tranches d'âge, sauf les très jeunes, ou les gens de plus de 89 ans, on a un bénéfice à traiter par hydroxychloroquine et azithromycine qui est d'une significativité plus importante en fonction de l'âge, en fonction du risque de mortalité. Donc ça c'est pour l'hydroxychloroquine. Alors, il y avait une première question, c'est est-ce que c'est efficace? Nous, on considère que c'est efficace, puis vous verrez, vous n'arrêterez pas le flux du monde entier qui continue à rapporter les données sur l'hydroxychloroquine. Ça continue. Et puis, l'autre chose qui était la toxicité de l'hydroxychloroquine. Alors, si vous regardez dans tous ces travaux, y compris les travaux français, y compris Recovery, Discovery, ces travaux dont tout le monde parle, personne ne rapporte qu'il existe une toxicité cardiaque. Dans aucun de ces essais. Zéro. C'est pas vrai. De A jusqu'à Z. C'est pas vrai. Donc c'est intéressant de voir quand même que ce truc qui continue à traîner, nous y compris quand on demande à la SM, l'EMA qui dit « Ah non, mais il y a un risque de toxicité cardiaque, c'est un risque fantasmagorique, non constaté, déduit. » Et donc il n'y a pas une des séries que tout le monde recommande. Moi j'ai des réserves sur ce type de séries qui sont randomisées, multicentriques, parce que je pense que les facteurs de confusion sont beaucoup plus importants que dans les études moyencentriques, mais il n'y en a pas une qui fait état d'une toxicité cardiaque, que ce soit par celle de l'OMS, que ce soit par celle de la France, ou que ce soit par celle de l'Angleterre. Personne ne rapporte qu'il y a
dans le groupe hydroxychloroquine des troubles cardiaques supérieurs à celles du placebo. Personne. Mais en revanche, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une équipe de cardiologues toulousains qui vient de faire une étude sur les données de l'OMS, c'est ce papier, et sur ces données de l'OMS, c'est très intéressant parce qu'ils ont regardé la toxicité cardiaque qui est connue, parce qu'il y a plein de papiers là-dessus qui ne sont pas des papiers passionnels, ni des papiers financés par l'industrie, ni des papiers qui montrent que le remdesivir donne des troubles cardiaques, en particulier des bradycardies, parfois avec des chocs et des morts. Donc c'est intéressant de regarder quelle est la proportion de bradycardie donnée, collectée sur la banque de données de l'OMS, qui est donc complètement indépendante de cette équipe, qui s'appelle Vigibase, et de voir quels sont les risques liés au remdesivir par rapport aux autres thérapeutiques. Et donc, dans quel que soit le mode que vous prenez, le plus bas que vous ayez comme sur-risque avec le remdesivir, c'est d'une augmentation d'au moins 60% du risque d'avoir une bradycardie, c'est-à-dire un ralentissement du cœur qui éventuellement peut mener à un arrêt cardiaque, un choc, un arrêt cardiaque. Et y compris, c'est très intéressant, c'est si vous comparez head-to-head, face à face, l'hydroxychloroquine et le remdesivir, eh bien vous voyez que le risque du remdesivir est de 73% plus important que celui de l'hydroxychloroquine. Donc c'est le remdesivir qui donne des troubles cardiaques, c'est pas l'hydroxychloroquine. Et ça, c'est de la science, c'est pas de la malveillance, c'est pas des plateaux de télévision, c'est la réalité des papiers, c'est pas nous qui le disons, c'est une autre équipe et qui accepte de regarder les chiffres plutôt que de se laisser emporter dans les terreurs, les angoisses et les rapports non signifiants. Voilà. Bon, et de toute manière, je ne suis pas inquiet, toute la connaissance sortira. C'est juste une question de temps. Vous voyez comme vous avez la fuite des discussions de M. Fauci avec Zuckerberg, avec Del Frécy, avec les uns et les autres, si vous voulez. C'est leur problème. Tout ça, au bout d'un moment, vous ne faites pas d'illusions, au bout d'un moment, et plus rapidement maintenant que dans les époques passées, la vérité finit par sortir. Et donc vous avez là, et moi je me pose vraiment la question, j'espère que je ne serai pas le seul à me le poser, mais voyez, il faut regarder la comparaison, puisque l'idée m'est venue de ce papier, head-to-head, face à face, remdesivir, hydroxychloroquine. Quel est le prix du traitement? Supérieur à 2000 € pour le remdesivir, moins de 10 € pour l'hydroxychloroquine. Est-ce qu'on fait des perfusions pour le remdesivir? Oui. Attention, les perfusions, ça a 5 à 10% de complications graves. En particulier chez les gens qui ont un trouble de la coagulation. On ne fait pas de perfusion, bien sûr, pour l'hydroxychloroquine. Est-ce qu'il y a une efficacité par rapport au décès? Alors, pour le remdesivir, personne ne pense qu'il y a une efficacité pour le décès. Il y a une étude qui dit que ça diminue le temps d'hospitalisation chez les gens qui ont besoin d'oxygène mais qui ne sont pas trop malades. Donc, si vous voulez, c'est un tel sous-groupe que vraiment il a fallu chercher le groupe dans lequel on pouvait dire que ça servait à quelque chose. Sur le décès, nous pensons qu'il y a une différence sur le décès, mais oui, je veux bien mettre un point d'interrogation en disant, pour l'instant, il n'y a pas de consensus là-dessus. Il y a des gens qui pensent que oui, il y a des gens qui pensent que non, même si les gens qui pensent que non envahissent Wikipédia, c'est étonnant de voir maintenant dans cette situation l'absence de balance dans les opinions et les publications qu'il y a dans tout ce qui est susceptible d'être inondé d'informations téléguidées. C'est assez effarant. Des arythmies, on a vu, il y en a dans le remdesivir, il n'y en a pas dans l'hydroxychloroquine qui a été rapporté au cours de tous ces épisodes. Et enfin, l'achat pour l'Union européenne, oui, le remdesivir acheté pour 1 milliard, alors qu'on savait que ça ne marchait pas quand même. Bien sûr, on n'a pas acheté d'hydroxychloroquine. Et l'autorisation temporaire d'usage, oui, on l'a eu en France pour le remdesivir, non, on ne l'a pas eu pour l'hydroxychloroquine. Donc quand on voit un tableau comme ça, moi je me pose la question, mais parce qu'il doit y avoir une autre raison qui m'échappe. Est-ce que c'est de l'aveuglement? Les gens ne veulent pas voir ce qui se passe. Est-ce que c'est idiot, simplement? Est-ce que c'est de la corruption? Est-ce que c'est... Donc, je ne veux pas être... Je veux pas... Ça me gêne pas qu'on me range dans les complotistes. Je m'en fiche, on peut dire tellement de bêtises sur moi que ça m'est égal. Mais enfin, la corruption existe dans ce pays comme partout ailleurs. L'incapacité à reconnaître ses erreurs, est-ce que c'est ça? On ne peut pas revenir en arrière parce qu'on a dit ça? Ou est-ce qu'il y a une autre raison qui ne m'est pas expliquée, que quelqu'un m'explique pourquoi, avec des données de cette nature-là, on ne fait pas une table ronde avec les gens qui
ont des données, les gens qui en ont d'autres, mais des données, hein, pas des opinions, des vraies données, comme je crois que personne n'a autant de données que nous, parce qu'on a soigné 25 000 personnes ici. Donc, qui sait, qui peut nous expliquer pourquoi? Alors à Marseille, en tout et pour tout, il n'y a eu que 3 traitements remdesivir, on ne peut pas faire de statistiques là-dessus. Donc, et c'est pas chez nous, c'est pas dans l'IHU. Donc c'est une question qui justifie, là aussi, de regarder les données et de regarder qui fait quoi et pourquoi. Pouvez-vous expliquer vos motivations concernant votre dépôt de plainte contre Madame Bic et contre le site PubPeer? Oui, c'est pas une question de lutte entre scientifiques. Le conflit entre les opinions scientifiques, c'est quelque chose qui fait partie de la vie scientifique. Simplement, ce site qui de temps en temps prend quelqu'un en grippe pour des raisons ou pour d'autres, harcèle les gens à un point qui devient vraisemblable. Moi, je vais vous donner les données. J'ai fait 3500 publications dans ma vie. Hein. Donc jusque-là, en tout et pour tout, il y avait, je ne sais pas quoi, 7 citations jusqu'en 2019 dans PubPeer concernant mes 3000 papiers, mes 3400 papiers. Et puis je commence à parler de l'hydroxychloroquine, et là d'un coup il y en a 25. Et puis ça continue pendant l'année. Et là, si vous regardez depuis avril 2012, il y a plus de 200 trucs sur PubPeer qui arrivent, dont certains sont fantasques. Alors dedans, je sais bien que c'est Madame Bic et puis celui qui s'occupe du site en France qui laisse passer des choses qui ne devraient pas passer parce que ça n'est pas raisonnable. Depuis qu'elle sait que j'ai porté plainte, Madame Bic a retiré 25 fois. Vous imaginez que dans ces 250 fois, il y avait 25 fois la ligne qui disait que j'étais un néocolonialiste. Alors, vous savez, c'est pas du débat scientifique, ça, c'est de l'outrage. C'est outrageant de dire une chose à quelqu'un comme moi qui est dû former dans l'IHU un millier de personnes qui viennent du Sud. C'est outrageant pour les gens qui travaillent avec moi, c'est outrageant pour toutes les relations scientifiques internationales. Déjà, ce Tatevin de la SPIF avait dit que c'était une honte que j'ai une influence sur les Africains. Mais dites, il faudrait que vous reveniez dans le monde, c'est plutôt les Africains qui se moquent de nous. Et quand on n'a pas la moindre idée de ce que c'est l'Afrique, il ne faut pas venir me parler à moi de néocolonialisme. Donc, au moins, elle a compris, mais qu'elle ne s'inquiète pas. On a des photos d'écran hein, de tout ce qu'on dit avant de commencer à organiser notre dossier. On sécurise tous les documents de ce qui ont été mis. Il faudra bien qu'elle explique pourquoi elle a mis 25 fois que j'étais un néocolonialiste et pourquoi elle l'a enlevé dès qu'elle a su que je portais plainte. Donc, au bout d'un moment, c'est plus une querelle scientifique, pas du tout. C'est du harcèlement. Il n'y a pas que celui-là, hein. Vous avez remarqué que le harcèlement vient d'un peu tous les bords. Ça ne m'empêche pas de dormir, mais cela étant, il ne faut pas non plus s'imaginer que ça peut durer éternellement de m'insulter ou de me rouler dans la boue sans que ça comporte un risque. Ça comporte un risque. Vous ne savez pas quand il va arriver, mais vous savez, tout ce qu'on fait a des conséquences. Et donc il faut faire attention. Ma mère disait une chose, parce que j'ai beaucoup vécu en Afrique, quand je faisais l'imbécile, quand j'étais petit, elle me disait « Didier, tu chasses au buffle. Tu chasses au buffle, c'est les animaux les plus dangereux de la brousse. Il faut faire attention. Donc je vous le dis, ne m'embêtez pas trop, parce que vous chassez au buffle. Et donc je ne vais pas me laisser faire, et les actions que vous avez auront des conséquences qui viendront quand elles viendront, et sous la forme qu'elles viendront, sur laquelle elles viendront, mais vous ne pouvez pas imaginer qu'on va me donner des coups et que je vais vous dire merci.